bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet spécial Coupe Rogers. Évidemment, je suis très bien entourée, accompagnée de Benoît Mélin, notre expert tennis. C'est robotisé, hein, je le dis comme ça. Ouais. Ça va, Benoît? Peut-être falloir changer le mot expert quand même. On va pas revenir sur lundi. Et alors, en plus, ce qui est marrant, c'est quand il y a le plan sur toi serré, t'as vu, j'avais l'impression que c'était mon bras, mais enfin, c'était pas mon bras, c'était celui de Juju. Juju qui est avec nous, Julien Varlet. Ça va, Julien? Tout va bien? Et regardez qui est de retour. Coco est de retour après ces magnifiques vacances. Coco est là. Ça va, mon Coco? Oui. Petit passage par la Croatie, petit détour par Malte, et puis je suis de retour. On m'a dit après l'émission de lundi qu'il fallait que je revienne en urgence. Oh, ça va, ta gueule. Là. Il est allé déposer des valises. C'est ça. Bon, d'ailleurs, on va pas revenir sur les codes boostés de lundi. On a fait confiance à nos Français et on n'aurait pas dû leur faire confiance. Voilà, ça arrive, évidemment. Ah, il y a déjà les codes du ping-pong qui apparaissent, c'est pas grave. Non, c'est les combos boostés qu'on veut voir maintenant, combos réalisés par nos amis traders. Il y en a plusieurs. Coco, je te laisse lire la première. Nadal 2-0, Nishikori 2-0 et 2-0. Boosté à 5, pardon, parce que je suis en train de m'étouffer en même temps. Ah, toi aussi, mais tu vois, hein, ouais. moi, c'était moi la dernière fois. C'est bizarre ici. Hein. Exactement. Ça, donc, c'est dit Julien, je crois, qui doit nous balancer des trucs. La deuxième, ça concerne aussi les hommes, vous allez voir. C'est à 7, hein, c'est pour les gourmands. Mon fils qui s'impose 2-7-0, Manarino qui prend un 7 et 3-7 dans le choc 100% canadien entre Félix Auger-Aliassime et Raonic. Et c'est une cote qui plaît beaucoup. À Julien, j'ai l'impression. C'est pas mal, ça. Ouais, à 7, hein. Sur à les 7, trois, je trouve que c'est la mieux. Exactement. Oui, parce qu'il y a les femmes aussi. Les femmes, on va en parler tout de suite. Le combo boosté, c'est Osaka 2-0, Serena 2-0, Wozniacki 2-0, et c'est à 7. Hein. Donc c'est un énorme boost et il y a des risques à prendre, on le sait, évidemment. Pourquoi pas? Sans plus attendre, direction Montréal. Gros et beau programme aujourd'hui pour le Masters 1000 canadien avec l'entrée en lice évidemment du tenant du titre et numéro 2 mondial, j'ai nommé Rafael Nadal. Numéro 2. Oui. Il faut qu'il aille en finale. Hein. Il faut qu'il aille en finale, exactement. C'est chaud patate, ça. Hein. Vous vous rendez compte pour l'US Open? C'est vrai, tu as raison de le souligner. Alors on Roger rappelle peut aussi se retrouver tête de série numéro 2 à l'US Open. Ça dépend aussi de Cincinnati. Eh oui. Il faut se détendre. Eh oui, mais on ne sait pas encore si Rafa fera Cincinnati. Ça va sûrement dépendre de son tournoi à Montréal. Il va entamer donc cette semaine canadienne face à Evans. Tu mets une piécette, Juju? Non, les codes quand même pas, faut pas exagérer. Mon cœur est pour Dan Evans parce que j'adore. C'est un style un peu à l'ancienne avec le petit slice, il monte au fil et tout ça. Mais le lift de Rafa, très haut dans son revers de droitier, je pense que ça le fera pas. Et on rappelle en plus que la surface a été ralentie, ce qui va clairement l'avantager Rafa Nadal. Et c'est un tournoi qui lui est réussi très bien. 4 titres au Canada, Rafa Nadal. Puis c'est sur un Masters 1000, il va attaquer. Même il a fait cette grande coupure, il va attaquer sa période, même s'il n'est pas. C'est pas sa plus faste, cette période-là, fin août, début septembre. Mais je pense qu'il va rentrer pied dedans et du moins gagner déjà ce premier tour. Mais moi, je le vois pas aller au bout. Et en plus, il est arrivé tôt. C'est toujours important hein, de s'acclimater. Chaleur, en plus. Alors, ils annoncent normalement une journée pourrie à Montréal aujourd'hui. On ne sait même pas si on va pouvoir jouer. Alors, ils disent que normalement, les matchs qui vont commencer là, c'est Gascani-Chicory, je crois, en premier. Ça devrait pouvoir passer. Et après, ils annoncent un gros problème au niveau de la météo, quoi. On va voir. Mais bon, Nadal, normalement, il est là, il est prêt, il s'est entraîné. On ne s'inquiète pas, parce que c'est vrai qu'on remet toujours en question son genou à Rafa Nadal, notamment sur dur. Ça va pas remettre. C'est aussi une question qui se pose, c'est le début, mais bon, voilà. Il a déclaré que le dur ne lui faisait pas peur. Après, il a dit ça, et il a dit aussi, si je dois me blesser, je me blesserai. Donc voilà. Et puis la troisième chose, c'est que s'il s'aligne, c'est qu'il peut jouer. C'est pas le genre de mec qui va s'aligner pour jouer sur les jambes. Sur ce match, moi j'irais sur le moins de 20,5. Je trouve que c'est la plus belle cote, elle est 1,60. Et ça veut dire 6-4, 6-4 maximum. Ça fait 20 jeux. C'est pas mal. Et franchement, je vois pas Evans prendre un 7, je vois pas Evans le pousser au tie-break. Donc pour moi, c'est cadeau. Non, mais il faut se rendre, encore une fois, il faut toujours. Ça passe facilement. Je crois même pas qu'il soit joué. Non, il s'est jamais joué. C'est ça. Hein, donc, imagine, même s'ils ont peut-être tapé quelques balles d'entraînement, le Dan Evans, quand il va se prendre la balle de Nadal sur son revers, comme l'a dit Juju, mais c'est ça. En plus, le souci, c'est que Dan Evans, de base, joue énormément avec son slice. C'est pas un coup qui fait des coups gagnants, c'est un coup qui peut gêner. Mais là, Rafa, il va pas être gêné, quoi. Donc, franchement, il va l'enfoncer dans son revers, il va le faire exploser. 6-4, 6-4 à 1,60. Le moins de 20,5, je trouve que c'est cadeau parce que pour moi, il y a de la marge. Il peut lui mettre 6-2, 6-2.
6-4, c'est juste un break, ça passe. Non, mais en plus, faut comme tu l'as dit, hein, Nadal, souvent ce tournoi de reprise où on dit toujours qu'il lui faut pas mal de temps pour se réacclimater un peu à la surface, à la compète, il lui faut des matchs et tout ça. Mais souvent, quand il commence sa saison américaine par ce tournoi-là, il est bon, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, même si je le vois pas, moi je le vois aller très loin. Surtout qu'on rappelle qu'il n'y a ni Djoko ni Federer. Ouais. On va parler de choses moins sympathiques. On va parler de nos Français. Ils étaient 8 en lice, nos Français. Ils ne sont plus que 3. Il reste Richard Gasquet, Monfils et Mana Rino. Gasquet, tu l'as dit, ouvrira le bal à 18h contre Kei Nishikori. Le tricolore, vous allez le voir, qui a renversé son compatriote. On va voir la balle de match. Benoît Paire au terme d'un match alors très plaisant. Moi, j'ai beaucoup aimé regarder ce match-là. C'était le premier match sur dur de Richard Gasquet. Julien, alors, était impressionné. On était un peu sceptiques sur le plateau. Et au final, Gasquet nous a prouvé qu'il était quand même là. Je me dis que mine de rien, il a peut-être mieux joué aussi parce qu'il jouait un joueur qu'il connaissait bien, qui est son pote. Il savait à quoi s'attendre aux amortis. Et qu'il a très souvent battu. Puisqu'on rappelle que dans leur tête-à-tête, il y a 6-1 pour Gasquet. Oui. Donc je me dis que c'était peut-être un peu le match, mine de rien, mais si c'était un pote, à jouer pour Richard. C'est surtout sur Nishikori, là, à 18h, où on va voir s'il a de la balle dans la tête. Oui, tu parlais de bilan, Benoît, il a un très bon bilan face à Kei Nishikori. Alors après, là, le rapport de force est forcément inversé. Oui, forcément, mais il mène quand même 7-3. Après, il a plus le même niveau. Mais je t'avouerai que j'ai vérifié, parce qu'on en parlait avec Cocotte, et c'est vrai que le 7-3 pour Gasquet, c'est impressionnant. Quoi. Il me semble que dernière victoire sur dur, c'est 2015. Oui, ça doit être ça. Et sur dur, c'est encore pire parce que Nishikori a qu'une seule victoire, je crois, c'est en 2018 la dernière. Voilà. Alors après, autant je trouve que Paire, sur les points importants, n'a pas été à son niveau. Alors, est-ce qu'il fait un petit complexe par rapport à Richard? J'en sais rien. Mais Nishikori fera pas de complexe vis-à-vis de Richard. Et encore une fois, alors moi je m'attendais pas du tout à la victoire de Richard sur Benoît Paire, mais je le vois pas battre Nishikori. Je peux pas m'imaginer qu'il a déjà le niveau pour battre, parce que... Mais il le dit lui-même, il cherche encore ses sensations. Physiquement, il est pas encore prêt. Non, puis tu vois, tu sens, il est allé sur terre battue là après Wimbledon pour faire des matchs, pour avoir un peu de caisse, tu vois, physique et tout ça. Mais bon, il n'a pas été non plus. Même Jérémy Chardy, à un moment, a dit, je sais pas trop. J'ai l'impression que des fois, il a balancé quelques matchs. Donc tu sais pas trop où il en est, quoi. Souvent avec Julien, on en parle. Oui, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il a mis en place de son côté. Est-ce qu'il est là simplement pour se retrouver, puisqu'on rappelle qu'il s'est fait opérer il y a pas longtemps, c'était le 18 janvier, donc c'est court encore par rapport au niveau maximal qu'il doit pouvoir réatteindre. C'est ce qu'on dit toujours au tennis, ou même dans la plupart des sports, c'est que quand tu t'arrêtes 4 à 5 mois, il faut au moins 4 à 5 mois pour retrouver un niveau convenable. Faut pas oublier aussi que, mine de rien, on n'en a pas tant parlé que ça, mais c'était une grosse opération. Parce qu'il faut dire qu'il a une belle balafre au niveau du pubis. Oui. Donc, tu vois, il faut quand même qu'il se remette dedans. Maintenant, ce que je disais déjà sur l'émission de lundi, quels sont les objectifs réels de Richard? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà. Qu'est-ce qu'il remet en place pour essayer de retrouver son meilleur niveau? Et comme on l'a dit, c'est quand même la première fois depuis 2010 qu'il est aussi mal classé. Mais Nishikori n'a pas joué depuis son très bon Wimbledon. Au vu du premier tour de Richard et de son historique face à Nishikori, moi je pense que Richard peut prendre au moins un 7. Oui, ça c'est tout à fait possible. C'est pour ça que j'ai mis la cote. C'est quoi la cote sinon, globale? La cote globale, c'est victoire et défaite. 3,20 pour Gasquet, 1,36 pour Nishikori. Je ne le vois pas non plus. Je n'ai pas voulu faire le chauvin en allant sur Gasquet, mais je me dis que 1,60 prend au moins 7. Mais je sais pas, parce que tu vois, Benoît Paire, sur le match contre Gasquet n'a pas été agressif plus que ça. Il a joué, quoi. Il a très bien joué, il faut le dire. Mais bon, Benoît n'a pas essayé de le mettre sous pression, tu vois, n'a pas pris la balle très tôt, n'a pas essayé d'avancer à l'intérieur du court. Nishikori, encore une fois, s'il est plus ou moins bien réglé, c'est quand même un joueur qui reste sur sa ligne de fond et qui coupe les trajectoires de Gasquet. Donc le lift que imprime Gasquet, normalement sur Nishikori, ça n'a pas trop d'effet. Donc c'est pour ça que je vois pas Richard passer, quoi. Puis, pour rentrer encore un peu plus dans la tactique, Richard a tendance de jouer quand même assez loin de sa ligne. L'autre qui prend la balle tôt, ça lui ouvre les angles. Mais je vois peut-être un match accroché, mais je vois quand même Nishikori. Ouais, on est d'accord. C'est partagé, tout le monde a l'air d'accord. On va parler de Gaël Monfils. Lui aussi, il a besoin de retrouver de la confiance. Excuse-moi, il y a Nikosco qui demande, il s'est fait opérer de quoi? Alors, il avait des problèmes de pubalgie. Oui, récurrente. Il s'est fait renforcer le bas des abdominaux par une technique d'une chirurgienne à Munich qui opère souvent les joueurs de foot. Et donc, en fait, on lui a, entre guillemets, renforcé les muscles du bas du ventre.
Voilà, donc pour faire en sorte qu'il y ait plus Belgique, vous savez, comment on peut expliquer ça, la plus c'est le pubis. Ouais, c'est le pubis, c'est le pubis. Mais enfin, normalement, voilà, on espère que le gars puisse, parce que si Richard Gasquet n'est pas emmerdé avec ça, c'est un joueur qui est quand même très très fort. Donc, on espère pour lui, on croise les doigts. Allez. Je lui laisse encore cette saison 2019. Allez, vas-y, prépare-toi. C'est ce que nous dit Alexandre Lecomte sur YouTube. Il nous dit de toute façon, Richard là sera en roue libre jusqu'à la fin de la saison. Mais roue libre, faire attention parce qu'il a une demi-finale à Tokyo, une demi-finale à Anvers. Donc tu fais le cumul, ça fait à peu près, on va dire, 400 points. Il est 66e. Hein. Faire attention, quoi. Donc la roue libre, moi je mettrais quand même le frein, quoi. Tu peux pas trop te permettre d'être en roue libre parce que tu sors complètement de ces tableaux. Et donc là, ça devient très compliqué derrière. Et on espère que Gaël Monfils, lui, ne sera pas en roue libre. Il est difficile, vainqueur de Polanski wildcard. Le Français estime qu'il manque encore de rythme. On l'écoute et on en parle juste après. Aujourd'hui, c'était pas facile. C'est mon premier match depuis que j'ai abandonné au premier tour à Wimbledon. J'ai pas beaucoup d'heures de tennis derrière moi. Ça se sent un petit peu. La confiance a du mal à revenir tout de suite, mais voilà, c'est des matchs comme ça qui fait qu'on peut retrouver confiance. Voilà, j'ai eu un passage un peu plus dur quand j'ai mené au premier set. Il a bien joué et moi aussi je me suis un peu tendu, donc j'espère que voilà, au prochain match je pourrai rectifier ça, quoi. Contre Ivashka, le Biélorusse 125e mondial issu des qualifications. Alors après, Ivashka, il a quelque chose pour lui, c'est que tu regardes tous les tournois, il sort à chaque fois des qualifs. Oui. Il est hyper régulier. Après, pour passer le cap, c'est plus compliqué. Mais je me dis que c'est quand même un joueur qui est à la mesure de Gaël. C'est pas un joueur qui sert extrêmement fort. C'est pas un Raonic ou voilà. Il joue plutôt bien du fond de cours. Il va pouvoir se mettre en jambes, mettre son jeu en place. Je vois pas Gaël. Gaël 2-0 pour moi. Je pense aussi. Je le vois pas perdre un set. Non. Après, il y a eu un tel couac au niveau des Français que tu peux toujours flipper. Moi, je ne parle plus des Français. Je suis vaccinée. Pas dans ce match-là. Mon fils, tu vois, même si on a toujours l'impression que c'est un rigolo, il s'est forcément préparé. Il adore la tournée américaine. Il adore l'US Open, contrairement à Gilles Simon. Tu vois, alors lui, il faut jamais parier sur Gilles Simon. Qui a perdu contre Albot. Tu vois, Gilles Simon, lui, il déteste ça, lui. Passer 5 semaines aux États-Unis, et c'est devenu tellement, c'est rentré tellement dans sa tronche qu'il perd quasiment tous les tournois sur la tournée américaine de l'été. En revanche, voilà, Gaël Monfils, lui, on sait qu'il adore ça. Et Ivashka, comme vous l'avez dit. Il joue quand même Polanski, Ivashka pour faire un 8e de finale en Masters 1000, pour potentiellement jouer, on va dire, Tsitsipas. Je dis pas que c'est du caviar, mais bon, je trouve que le tour d'avant était plus compliqué pour mon fils. Polanski, canadien, chez lui. Je trouve qu'Ivashka, c'est plus facile. Et franchement, en deuxième match, le premier, il a repris, il retrouvait le rythme, il n'avait pas joué depuis Wimbledon, comme il disait. Là, c'est le deuxième, je pense qu'il va gagner. Enfin, Ivashka, potentiellement, est plus fort que Polanski, hein. Il sort des qualifs en plus. Ivashka, moi, je l'avais découvert à Marseille. Oui, mais Ivashka, il n'est pas chez lui, tu vois. Ça joue aussi pour Polanski, un petit peu. Mais bon, Ivashka, normalement, tennistiquement, ne peut pas battre Gaël Monfils. C'est ça, pour moi, il n'a pas les armes pour le battre. Pas possible. On va parler de Mannarino, qui sera lui le dernier Français à entrer en piste. Il devra se défaire de Coric, un adversaire qui lui réussit très bien. Il a toujours battu le Croate de 22 ans. Mais il le battra pas. 2 fois sur Gasson et 1 fois sur dur à Miami en 2017. C'était en 3-7. Mais selon Benoît, Mannarino ne le refera pas. Déjà, on le voyait pas passer contre... Mais non, mais il l'a confirmé ensuite, après sa victoire contre Kukushkin, que j'ai commenté. C'était quand même pas terrible, tout ça. Mais Kukushkin a joué intelligemment dans la tactique à mettre en place, c'est-à-dire surtout ne pas donner de rythme à Mannarino qui s'appuie justement sur ce genre d'adversaire. Des balles toutes molles, donc Mannarino n'arrivait pas à rentrer. Il faut quand même se rendre compte que Mannarino, il tend à 13 kilos, hein, donc c'est une épuisette sa raquette. Hein. Il est complètement dans le contrôle. Je sais pas s'ils se rendent compte dans le chat ce que ça représente. En moyenne, on va dire, les joueurs professionnels sont, 25 kilos, c'est ça en moyenne. Même moins. Même. Allez, 23. Rafa est à 25, tu vois, mais ça dépend en plus de la surface et tout ça. Mais bon, en général, 23-25, c'est la moyenne. T'avais McEnroe à sa grande époque, qui était à 17-18. Donc déjà, tu te rendais compte que voilà, il n'était pas du tout dans la puissance. Faut se rendre compte que tu contrôles pas la balle. C'est hallucinant, quoi. Il faut vraiment avoir une main magique pour pouvoir faire ça. Moins tu tends, plus ça fait effet trampoline. Bah ouais. Moins tu tends, plus la balle rentre dans ton cordage, elle repart plus vite. C'est une épuisette. Faut avoir une maîtrise technique. Plus tu tends, et c'est une planche. Donc, mais effectivement, faut avoir une sacrée main. Qui Tsipras, sa raquette, c'était une planche de bois, quoi. C'était Borgossi, lui. Je crois que c'était celui qui tendait le plus. Il était avec ses raquettes en bois. Il était aux alentours de 34 kilos. C'est-à-dire que si la balle n'était pas centrée dans le cordage, le cadre explosait. C'est pour ça qu'il rentrait toujours sur le court avec 20 raquettes.
C'était hallucinant. Même des fois, la raquette explosait dans le sac. C'était fou, quoi. Mais voilà, toujours est-il que Mannarino, je vois pas du tout comment il peut passer, parce qu'en plus, il est blessé. Depuis ce titre qu'il a fait à Hertogenbosch, voilà, il s'est sur la balle de match. C'est ça. Il se blesse en tapant un juge de ligne avec sa raquette, ça lui fracasse le doigt. On lui a dit ça va te prendre au moins plusieurs semaines avant que tu puisses te remettre en place. Donc ça lui a cramé la saison sur gazon, alors qu'il adore ça. Et là, il a toujours mal. Il joue sous anti-inflammatoire. Donc Ćorić, l'espèce de Golgoth là, qui gagne tous ses matchs 7-6 au troisième set. Qu'il a gagné 7-6. Et il a pas sauvé des balles de match en plus, le Ćorić. 2 balles de match. Il sauve 2 balles de match en plus. Donc le Ćorić, là, ça y est. Il est rentré dans son truc. Il est lancé là. Manarino prend un 7. Non. Mais moi, je mettrais quand même 2-7 Ćorić. En sécurité, je mettrais quand même Ćorić premier, Ćorić fin, parce que Ćorić fait quand même un festival de 3-7 depuis le début de l'année, et il a tendance à gagner tous ses matchs en 3-7. Donc, Et il y a Adriano qui répond sur Tennis Légende. C'est ça. Qu'on embrasse, excellent tennis légende. Non, mais je l'adore ce t-shirt. J'ai le même. Et là, tu vois, t'as Tennis Légende. J'ai le même. Il est génial ce. J'ai exactement le même. Ils en ont plein, c'est extraordinaire. Parce qu'on est injouable, évidemment. Et il y en a un qui a été injouable, c'est Radu Albot, qui devra faire face au tombeur donc de Gilles Simon, qui devra faire face au surprenant Guido Pella, l'Argentin qui a renversé Goffin, qui l'avait pourtant toujours battu. Pella confirme sa bonne forme cette saison. Et puis Goffin, lui, on pensait que on espérait une deuxième partie d'année plus sympathique pour lui, puis non. Pella, il est en feu. J'adore Pella. J'adore Guido Pella. Pella, il a fait... Il fait une très bonne saison. Ouais, non, mais mine de rien, il fait 11 coups gagnants, et l'autre, il en fait 38, il arrive quand même à perdre le match. Donc, mais il joue hyper bien les moments importants. Et très serré, par exemple, il a eu une seule balle de break dans le premier set, il l'a mise, alors que Goffin en a eu au moins 6, il les a toutes ratées. Les points importants, il les joue très très bien, il est hyper intelligent. Et puis il contre, donc je trouve que c'est un peu. Ils sont pas très gentils avec Pella. Honnêtement, pour moi, c'est. Tant mieux pour nos amis dans le je sais pas trop. Mais effectivement, je partirais sur Pella. Moi aussi. Ouais. Je vous laisse vous prononcer, tu vois. Pella. C'est Pella. C'est pas Pella, c'est pas Paella, c'est pas Peya, c'est Pella. Voilà. Je vais demander à Monte Carlo, comment tu dis? Et c'est Guido ou Guido? Guido. Et il y a un autre Argentin qui assure. Ben oui, c'est Diego Schwartzmann, le numéro 23 mondial, qui a passé non sans mal son premier tour contre Cecchinato. Et un gros poisson l'attend maintenant, c'est Bautista Agut, la petite surprise de Benoît. En tout cas, tu l'attends sur ce tournoi. Il est largement favori. Bautista Agut à 1,35. Un seul face-à-face, c'était sur terre, c'est Schwartzmann qui avait gagné. Exactement. Et là, c'est quand même dur. 3,30 alors que moi, je vais... Même s'il a eu un premier tour très très compliqué, j'irai sur le 3,30 pour la cote. Je la trouve vachement haute. Après, Bautista, on n'en parle pas trop, mais il fait une très bonne saison. C'est-à-dire que il nous fait un doigt au début de saison où il est très bon. Il nous fait quoi? Oui, un doigt. J'ai compris doigt. J'ai compris un doigt aussi. Genre, il nous fait un doigt. T'as fait un doigt, même? J'ai compris L'Open d'Australie, il a quand même été monstrueux. Là, Wimbledon, il fait un très bon Wimbledon aussi. Il fait une très grosse saison quand même. Bautista. Oui, on en parle pas. Après Wimbledon, on en parle rarement. Avec ses potes à Ibiza. C'est là où moi je serais mitigé. Je me dis que le match est très important pour Agut pour bien lancer sa saison américaine. Parce que une bonne tournée américaine, on a les deux opposés. On a les deux opposés. Il y en a un qui après a pris des vacances et a joué un peu tranquille. L'autre sort de Los Cabos vainqueur. Mais Agut, peut-être que la confiance est de son côté. Mais tu sais, c'est bizarre. Je le trouve très régulier cette année comparé à l'année dernière et tout. Tu sais quoi? Moi, je la joue pas. Oh, petit bras. Non, mais parce que c'est génial, parce que t'as Agut qui passe, donc 6-3, 6-2 au premier tour contre Tomic, qui n'a pas joué, Oui, Tomic, le vacancier, on le savait. Il a joué un jeu. Bah oui, Tomic. J'ai commenté cette purge. Et dire, t'as qu'une envie, c'est de le dégager, le Tomic. Il y a que des cas sociaux en Australie. Je sais pas comment il fait. Et Cecchinato, beau match, contre Schwartzmann. Mais on rappelle quand même qu'il en est à 11 défaites sur ses 12 derniers matchs, le Cecchinato. Donc, à un moment, tu vois, ça doit commencer un peu tu dois être tendu. Et là, tu te retrouves avec Agut Schwartzmann. Et tu dis, dans l'absolu, parce que ça va être un match de chien, 3-7 peut-être. Eh ben, moi, je mettrais plus Schwartzmann, alors que je vois Agut aller loin. La cote est belle. Mais Schwartzmann, là, je pense que sur le bras de fer, sur la continuité de ce match, s'il fait lourd, tu vois, si c'est interrompu par la pluie et tout ça, eh ben, je te dirais que le Schwartzmann a une bonne carte à jouer contre Agut. Moi, je vais te dire deux choses. La première, c'est que je jouerai pas ce match-là. Et la deuxième, je partirai comme sur Agut. Moi, je déconseille totalement d'aller sur Bautista. À cette cote-là, ça vaut pas du tout le coup. Non, c'est pour ça qu'il faut pas jouer ce match-là. Pour répondre dans le chat, on nous demande le 3-7. Il est à 2,20 le 3-7.
écoute, s'il y a une Schwarzman à 3,30, moi je mets ma piècette sur Schwarzman. Mais ça fait longtemps que Julien n'a pas balancé ses petites piécettes. Depuis son retour de vacances, je le sens frileux. Je trouve qu'il revient bien. Tu vois, le Diego, il s'était un peu perdu après ses très très bons résultats et tout ça. Je pense que voilà, tu dois il a voulu très vite retrouver ce niveau qu'il a eu en 2018 et il l'a pas eu au début de l'année 2019. Et je pense que ça doit, voilà, t'es stressé, t'es en stress, t'es chafouin. Alors tu fais des doigts à un machin là, à cocotte. Faut que j'arrête de dire machin, ça fait 2 fois que je dis machin. Et mais je trouve que voilà, petit à petit là, il est en train de retrouver ce petit niveau de base qui lui avait permis de faire très bons résultats à l'US Open. Donc attention à Schwarzman. Et est-ce que tu connais le classement à la race de Bautista? Parce qu'il fait quand même une super session. À la race, il est dans le top 10, non? Il est 7. Il est 7, ouais. Donc ça explique un petit peu la cote aussi qui est à 1,35. C'est qu'il fait quand même une très grosse saison. Mais je trouve ça très bas. On pourra pas parler de tous les matchs, les amis, évidemment. Donc j'ai essayé de sélectionner le meilleur. On va partir sur le choc de la next-gen entre Tsitsipas et Hurkacz. Le grec qui s'est toujours imposé. 3 confrontations, 3 victoires, les 3 sur dur. La dernière en date, c'était en 2019 à Dubaï. Et c'était accroché. Est-ce qu'on peut penser que le Polonais aura les armes pour enfin renverser Stefanos Tsitsipas? Pour moi, il n'y a pas de choc. C'est Tsitsipas. Tout. Easy. Hurkacz bat Thiem à Miami. L'oubliez pas, personne ne l'attendait celui-là. Et le mec, je trouve qu'il a pris de l'épaule, le gars. Là, je jouerais pas ce match-là. Julien, si tu joues rien, à un moment donné, comment on fait? Il a l'ascendant, à part leur dernière confrontation, sinon il s'est toujours baladé. Oui. Non, mais je partirais comme sur Tsitsipas. Moi, je vais sur Tsitsipas. Peut-être pas le 2-0, histoire d'assurer, même si je le vois gagner 2-0, mais je pars sur Tsitsipas. Après, le 3-7, c'est quoi? Au pire, Tsitsipas, premier set. Switches nous dit il n'y a pas de choc s'il a pris ses bonnes chaussures. Qui? Tsitsipas? Bah oui. Mais tu sais qu'ils sont en train de faire un truc, c'est génial, ils sont en train de militer pour qu'ils prennent des chaussures avec scratch. Comme ça, ils feraient plus chier personne. Oui, c'est vrai. Parce que comme il y a à chaque fois, je sais pas si ça m'attire bien à la cheville. Mais il faut pas oublier qu'Hurkacz vient quand même de battre Fritz. Oui. Qui vient de faire finale à Los Cabos, finale à Atlanta. Donc il a plutôt la main chaude, le petit Hurkacz. Il sert fort, mais je mettrais quand même Tsitsipas. Mais là, on parle de Tsitsipas, on parle d'un phénomène quand même. Oui, je suis d'accord. Ouais, mais la manière dont il s'est imposé dans le top 10, il est très nerveux. Phénomène très nerveux. Et je pense que la défaite contre Kyrgios, on en a parlé lundi, va lui faire très très mal et aussi dans la tronche. Moi, je mettrais quand même Tsitsipas. Je pense qu'il a des très gros objectifs là sur la tournée américaine. Les 2 Master 1000 et l'US Open. Ouais, tu sais, il y a aussi une chose importante, c'est comme, peut-être on parlera d'Auger Aliassime tout à l'heure, non? Oui, ça va être notre dernier match. Faut pas oublier que c'est une des premières fois de sa carrière où il commence à défendre des points, où il est dans une période, tu sais, où... Tsitsipas. Ouais. Tu vois, mais Tsitsipas m'impressionne plus qu'Auger Aliassime. Bah, ouais. On va en parler. De mon point de vue. Mais non, mais tu sais ça c'est une fausse impression. C'est parce que le jeu flamboyant de Tsitsipas te fait penser qu'il est beaucoup plus impressionnant que Félix Auger-Aliassime, qui ne montre strictement rien. Mais je peux dire que sur le court, la balle de Auger-Aliassime est beaucoup plus puissante que celle de Tsitsipas. Elle est plus puissante, mais il a des irrégularités et il y a souvent... Auger-Aliassime? Ouais. Oui, bon, je te dirais que sur le match on va en parler. Mais bon, il y a beaucoup de fautes. Tu sais que le Hurkacz est tout à fait capable de taper Tsitsipas. Pour moi, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. On va maintenant, du coup, aller sur le choc 100% canadien entre Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic. Le jeune espoir qui retrouvera donc un compatriote pour son 2e tour après une victoire contre Pospisil. Une victoire qui l'a soulagé. Écoutez donc Félix Auger-Aliassime. C'était un relâchement incroyable. Je pense que c'était vraiment un moment unique parce qu'il y a tout le stress qui est descendu, toute la nervosité, et puis tout ça est parti. C'était juste un gros soulagement. Donc, en même temps, je ne voulais pas trop célébrer parce que c'est quand même mon bon ami en face, mais c'est sûr que je suis très heureux d'avoir gagné aujourd'hui et de me donner une chance de continuer le tournoi. Et oui, pour continuer, il va falloir donc battre Milos Raonic. On se souvient de leur confrontation à Indian Wells l'année dernière. Victoire 4-4 de Raonic, mais tout laisse à croire que le plus jeune... Mais il me laisse même pas finir, vas-y. Râleur, ronchon, dis donc. Non, mais il faut, encore une fois, tu sais, souvent les Français te disent ça quand ils jouent à Roland-Garros. Ah là là, mais moi quand j'étais gamin, j'étais au CNE juste à côté, j'allais taper des balles dans le parking. Mais moi j'y crois, Félix, là. Auger-Aliassime, c'est exactement ça. Il faut se rendre compte que le centre national d'entraînement du tennis canadien se fait là, sur le site de Montréal. Et lui, quand il était gamin, il venait voir les mecs sur le tournoi. Il a vu Raonic jouer sur le court quand il était gamin, tu vois. Et donc, et il l'a dit, c'était une pression énorme pour moi. Je n'ai pas pu jouer il y a 2 ans parce que le gars n'était pas suffisamment bien classé pour jouer à Montréal. L'année dernière, c'était Toronto. Là, ça revient à Montréal. Il jouait chez lui. Il y avait tout le public, il y a tous ses potes, toute sa famille.
Le mec, on l'a vu, il était un peu très stress même, j'ai trouvé encore. Beaucoup de fautes mais il passe. Qui étaient évitables. Stressé, mais j'ai trouvé quand même que dans le fond de jeu, il y avait quand même beaucoup de fautes faciles. On est d'accord. Quasiment 10 doubles fautes. Ah oui, oui. Et ça c'est pas qu'une question. Il y avait du vent. Et il y avait du vent. Et ça, c'est pas qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Il fait beaucoup de doubles fautes quand même. Il a dans des, tous il a ces des matchs, passages parfois, oui. même Wimbledon, etc. Après, battre Raonic, là, Moi, compliqué. J'irais sur Raonic, moi. Moi Parce aussi. que quand tu regardes là, les prestations de Raonic contre Pouille et Aliassime, tu te dis que Raonic est un cran au-dessus. Il va falloir qu'il retourne beaucoup mieux. Il va falloir qu'il y ait un moment qu'il tente beaucoup plus en fond de cours. Et il commet quand même pas mal de fautes directes. Moi, je partirais sur Raonic. Je ne mettrais pas la piécette sur Félix, là. J'irais sur des trucs neutres au vu des cotes. Par exemple, 3-7, c'était pas le bon truc, 3-7, qui a 1,98, ou plus de 22,5. Moi, 3-7. Et de toute façon, le 3-7, c'est ce qu'on vous a proposé dans le combo boosté. Le combo boosté qu'on va vous remontrer tout de suite. Il y en a 2 chez les hommes. Le premier, c'est Nadal 2-0, Nishikori donc contre Gasquet 2-0, Cilic 2-0. On n'en a pas parlé de Cilic. Cilic qui jouera contre Millman. Et ensuite, donc le deuxième, c'est Monfils. Pas simple, ça, Cilic Millman. Pas simple. Ouais. Monfils 2-0, Manarino qui prend un 7 et 3-7 au Aliassime Raonic. C'est la plus belle, celle-là. C'est à 7. Autant, ouais. Si vous voulez en prendre qu'une sur 3, c'est celle-là qu'il faut prendre. Et nous, on va prendre un petit peu de bon temps rapidement, quelques minutes pour faire le quiz et vous distribuer de l'argent sur le chat. Il y a Max Headshot. Il n'y a que 4 petites questions, les amis, parce qu'il faudra faire vite, vu qu'après on doit parler des femmes à Toronto. Oui, parce qu'il y a ma mission qui dit parler un peu de la WTA. Mais on va y arriver, on y parle tout le temps. On en parle que la WTA est un petit peu négligée. Arrête, donc commence pas à lancer une rumeur comme ça. Pas du tout, on va en parler. Et puis si c'est pour parler de Mladenovic, il est bon là. Garcia, il est bon. Point d'exclamation. Quiz. Team Coco, Team Julien, Team Benoît. 5 € par bonne réponse. 4 questions, c'est très simple. Si on est dans la même fenêtre, on devrait pas être ensemble pour le quiz. Non. Allez, c'est parti. Qui s'impose en 2002 à Toronto? Attends. Chez les hommes. Hein. Chez les hommes. Ouais. Face à Roddick. Federer? Non, pas du tout. Oh, je l'ai vu. 2010. Nationalité assez bien représentée cette année. On vient d'en parler en plus. Je l'ai vu hier, j'ai regardé les... Non. C'est un Argentin. Un Argentin? Ouais. Nalbandian? Non. En 2002? Face à Roddick. Aucune idée. Delpo? Non. Bah non. Guillermo? Coria. Non. Cagnas? Cagnas. Ah ouais, exactement, c'est 0. Regardé hier. 0-0. Cette année-là, justement, 2 Français sont en quart de finale. De qui s'agit-il? Oui. Et c'est pas Arnaud Clément. Allez, je t'offre un point quand même. Sébastien Grosjean, il y en a un autre qui sont en quart de finale en 2002. Non. Bah, faites tous les Français. Oh non, monsieur. Non, eh ben, c'est 100 €. C'est 100 €. Oh la vache! Je l'aurais pas sorti celle-là. Combien de finales pour Richard Gasquet au Canada? Non, 2. 2. En plus, je venais de le dire. Les 2 sont à Toronto. 2006 contre Federer et 2012 contre Djoko. Merde. Voilà, donc c'est perdu. Pour l'instant, il n'y a que 5 € pour la team Julien. C'est la dernière question, donc ma préférée, évidemment. On enlève les tableaux. Oh non. Oh, qui est tête de série numéro 13 cette année à Montréal, donc chez les hommes. Tête de série numéro 13. 13. Medvedev. Non. Goffin. Bah, c'est Baptiste Goutte. Non. Goffin. Kachanov. Non. Ah non, Kachanov. Isner? Non. Fonini. Non. Choric. Non. Perdu, c'est Basilashvili. Oh la vache, non! 5 € seulement pour la team Julien. Heureusement, la team Coco, la team Benoît, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y aura le ping-pong qui arrivera en fin d'émission, mais avant, place aux femmes et direction Toronto. C'est vrai que pour les prochaines, vous pourriez apprendre par cœur les têtes de série, évidemment. Ouais, mais là, je reviens, tu m'as pris par surprise, j'étais pas prêt. Allez. Les prochaines, t'inquiète, les têtes de série... Plus aucune Française. Mladenovic et Garcia sont tombés. Mladenovic face à Brady en 1h04. Garcia face à Ostapenko en 1h13. Et on a vu une Caroline Garcia complètement déprimée. C'était des images très tristes à regarder quand son père essaye de lui parler. On parlait hier, avant-hier d'ailleurs, du besoin de changement d'encadrement pour elle. Et ça s'est complètement confirmé. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, mais bon. C'est dur, je trouve. C'était assez violent comme image. C'est surtout l'image en elle-même, c'est pourquoi pas, mais c'est surtout qu'il est là, il lui parle, et tu vois bien qu'elle l'écoute absolument pas, qu'elle a qu'une envie, c'est qu'il dégage, alors que c'est elle qui l'appelle quand même. Et même à un moment, il lui dit mais tu joues pas là. Et elle lui dit mais non, je ne peux pas jouer.
Comment ça, tu peux pas jouer? Enfin, quelle est l'histoire, quoi? Il y a un problème, il y a un truc, tu vois. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'ils crèvent l'abcès tous les deux, parce que ils se connaissent par cœur. Je vois pas pourquoi, à un moment, elle lui parle pas comme des fois on les entend au changement de côté, où t'as la joueuse qui traite son entraîneur ou son entraîneuse de moins que rien en lui disant mais dégage, tu m'intéresses pas. T'as un lien différent. À un moment ou à un autre, tu vois. C'est bien connu, si l'entraîneur. T'as l'impression que c'est encore récurrent, tu vois. On l'a eu avec Bartoli, tous ces trucs-là, à un moment ou à un autre. Il faut que tu passes à autre chose, quoi. Donc, passe à autre chose. Elle est plus toute jeune, quoi. Donc, à un moment ou à un autre, t'as toutes les gamines qui débarquent, qui, elles, sont pas du tout avec leur papa ou leur maman, et qui sont en train de défoncer un peu tout ce qui se passe autour. Donc, ok, il l'a amené jusque-là, c'est très très bien, c'est génial. Garde ton père dans ton entourage, si ça peut te permettre de rester bien structuré, why not? Mais va chercher ailleurs. Après, tu vas me dire, la Kiki, elle avait bien été chercher le Sacha Badin. C'est exactement ce que nous dit Antonio 13 sur le chat. Et tu vois son comportement sur le court, mais la nana, elle fait rien, quoi. Elle fait rien, elle tente rien. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est fouillis, il y a rien de construit. Elle l'a fait venir 2 fois, le Sacha Badin. Ça change rien. Donc, c'est ce qu'on disait lundi, c'est que pour l'instant, on voit pas l'apport exactement de Sacha Badin. Ça met un petit peu de temps, mais là, sincèrement, prendre 2-1 par Brady, ça fait mal. Ouais, parce que après, autant Mladenovic est arrivé à un très bon niveau, certes, mais il y a longtemps, et ça a toujours été très irrégulier. Autant à la fin de la saison 2017, quand la Caroline Garcia arrive dans le top 10, fracasse tout le monde en gagnant des gros tournois, en allant au Masters et tout ça, on dit ça y est, elle est lancée, la fille. Bon, bam, ça marche pas. Donc il y a tout 2018 où on se pose des questions. Ok, d'accord, ça y est, elle s'est posé des questions, on va la voir en 2019. Ah, rien. Donc là, ça fait long, quoi. Ça fait très long. Et puis surtout, c'est qu'elle a pas, tu sais, on parle souvent chez les garçons aussi du niveau moyen. Elle a pas ce niveau moyen qu'elle devrait avoir pour prétendre être ce top 10. Dire voilà, c'est au minimum quart de finale, je perds pas sur des filles qui sont 20, 30 ou les 20, 40, 50, beaucoup plus bas que moi. Et là, elle a pas cette base, sachant qu'Ostapenko, sincèrement, depuis quelques temps. C'est ça, surtout, mais oui, mais après, elle n'a pas joué. Jusqu'à 3-3, ça va, c'est équilibré. Et après, c'est vrai que la Ostapenko, elle n'a pas fait beaucoup de fautes directes. Mais à l'arrière, j'ai presque envie de dire, elle n'avait pas besoin. Puisque l'autre, elle arrosait, elle faisait n'importe quoi, elle mettait tout. Et puis même dans l'attitude, ça rassure aussi l'adversaire. Tu dis, bon, écoute, c'est pour elle qui va me faire mal aujourd'hui, quoi. En tout cas, Ostapenko s'offre donc un deuxième tour contre Pavlyuchenkova, qui est tombeuse de Sabalenka, tête de série numéro 9. Et Brady, elle a rendez-vous avec Simona Halep, la Roumaine, en quête de rythme après Wimbledon. On écoute Simona Halep. I can say I'm recovered, but I don't have the rhythm yet because, I had a long break after I played the final in Wimbledon. But I'm happy in this position and I'm trying to get slowly the rhythm back. I love playing in Canada. Always I had a great result, so hopefully this year I can repeat that. But it's going to be difficult this year. It's important that I could win Wimbledon before coming here. I am confident, but it's different. The court is different, so I'm trying just to enjoy the time and to get back there slowly. Aura-t-elle une entrée en lice tranquille, notre chère Simona Halep? Non, elle vient de te dire que non, là. Ouais, mais elle va mettre son jeu en place. Ouais, elle va y aller doucement. Non, sincèrement, je vois pas comment. Là, tu vois, c'est là où on va voir la différence entre, peut-être nos Françaises et une fille qui est maintenant, qui en plus vient de gagner un grand chelem. Donc non. Là, moi, Tu vas sur du 2-0 direct. Ouais, je pense. Ouais. Attends, Jennifer Brady, sans rien, il y a pas grand-chose, hein. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, c'est qu'il y a des matchs qui ont commencé chez les femmes normalement. Je vais tout de suite regarder ça. Ce qui est dingue, tu vois, c'est Simona Halep. On se rend pas compte. Je sais pas si on n'avait pas montré les images parce qu'on avait arrêté pendant cette période-là, mais quand elle est rentrée en Roumanie après son titre à Wimbledon, mais c'était dingue. Ouais. Déjà Stilic, quand il avait réussi à gagner l'US Open, ça avait été impressionnant. Mais Simona Halep, là, tu te rends compte que elle a une dimension là-bas qui est hallucinante. Puis je pense que c'est aussi Wim. Et c'est Wimbledon. Parce que Wim, c'est encore un peu plus l'histoire de tennis par rapport aux 3 autres. Et je pense que Wim, c'est encore... Et en battant Serena, voilà. Enfin bon, tu vois, il y a tout un truc. Donc là, je pense qu'elle a forcément relâché toute la pression, ma petite Simone. Et ça va être certainement très compliqué pour elle d'enchaîner tout de suite, de revenir au turbin, là. Rien. Je la vois pas perdre sur Brady quand même. Non plus. La capacité à rebondir aussi, parce que tout le monde l'attendait à Roland pour défendre son titre, elle n'a pas été là et au final elle gagne Wimbledon derrière. C'est vrai. Ça, non, mais dans elle est la énorme, tête, faut en avoir. Elle est énorme.
Il y en a une, qu'on attendait aussi, c'était Ashley Barty. Elle était très attendue pour ce retour, numéro 1 mondial. Elle est entrée en lice hier pour son premier match depuis un mois. Une entrée ratée pour Barty. Elle s'est inclinée contre la pépite américaine Sofia Kenin. Benoît, elle a été rattrapée par la pression, notre Ashley Barty? Non. Non. Oh non, je la vois pas. Elle est en danger là pour son. Je la vois pas du tout comme ça. Apparemment, elle a un petit souci avec l'épaule. Donc elle a énormément joué, faut pas oublier. Hein. Donc là, on arrive sur la deuxième partie de saison. La fille, il va falloir que son corps endure tout ça, et on voit bien que physiquement, elle va certainement travailler un petit peu là-dessus pour, on va dire, pas s'affiner, mais s'assécher, devenir un petit peu plus, tu vois, Navratilova dans l'esprit, quoi. Parce qu'elle est quand même un peu ronde, notre amie Ashley Barty. Et donc, toute la période sur terre battue qu'elle a faite, mais physiquement, c'est du niveau de Nadal. Hein. Donc, ça veut dire que physiquement, il faut enchaîner là derrière. Et je pense que c'est pour ça qu'elle s'est fait un peu attraper par... Faut pas oublier qu'elle est numéro 1 mondial, quoi. Et elle est numéro 1. Elle a quand même ce poids aussi sur les épaules qui fait que... Mais effectivement, elle a beaucoup donné sur la saison, puis sur gazon aussi, parce qu'elle gagne Esborne, elle est... Tu vois, moi je pense qu'elle a du mal à relancer la machine. Là. Et puis Kenin, je l'aurais pas vu, sincèrement, je la voyais pas perdre. Mais bon. Kenin, mais elle avait déjà fait un gros début de saison. En fait, toute la saison, elle a, elle a envoyé. Ouais, elle a pas eu beaucoup de trous. Hein. Mais match long, tu vois. Après, avec cette Kenin qui, moi, me stupéfait depuis quelques mois, là, avec ses résultats, c'est quand même la première fois qu'il y a une top 5. Mais bon, elle est là, quoi. Kenin, elle aime bien couper les têtes. Ah oui, ça elle a coupé Serena, on s'y attendait pas. Et là, elle a la numéro 1 mondiale, elle a pas manqué l'occasion de l'ajouter. Mais on rappelle que Barty est numéro 1, mais si Osaka gagne son match là, elle l'est plus. Hein. Elle se retrouve à battre. Un match suffit. Hein. Osaka est à 28 points de Barty et Pliskova a seulement 206. Donc Osaka peut redevenir numéro 1 mondial. Il faut qu'elle fasse au moins une demi. Ouais, mais attention, le match d'Osaka est pas si facile. Je sais pas on va parler du match d'Osaka. Elle va jouer Maria issue des qualifications. Mais voilà, c'est vrai qu'elle peut redevenir numéro 1 mondial, Osaka, alors qu'elle fait une saison... 1-1 dans les face-à-face. Elles sont jouées toutes les deux en 2016, une victoire chacune. Toutes les deux sur dur. Eh ben alors là... C'est la piécette. C'est ta piécette sur Maria. C'est la piécette du jour. Je m'en doutais. Dans le chat, ils sont assez d'accord avec toi. Je dirais sur Tatiana Maria. Et pourquoi ça, mon cher... Parce qu'elle a un style de jeu qui peut... Alors, la dernière fois que j'avais dit ça, elle avait joué Serena Williams, elle n'avait pas une bonne enrobe. C'est vrai. Mais je me rappelle. C'est vrai. Mais j'irais quand même parce qu'elle a ce revers slicé, elle va trouver de l'angle, elle joue pas autant en rythme que d'autres pour aller au combat de puissance avec Osaka. Tu vas jusqu'à ce que ça passe. Moi, je dirais, allez, je mettrais la piécette sur... Elle a quand même fait un très bon premier tour contre Zheng, qui venait de gagner le tournoi juste avant, la semaine d'avant. Donc attention, Osaka est en reprise, elle a pas encore joué sur dur. C'est un match qui est piégeux. Moi, je trouve que le 1,26, il est un peu bas. Le 1,26, il est là à cause du classement d'Osaka. Ouais, j'ai un peu de mal à y croire. Pas à cause de son niveau actuel. À qui? Ah, Maria. Hein. Ah ouais? Non, parce que Osaka, à un moment, enfin, tu vois, en plus, elle a fait son espèce de mea culpa, là, cet été, en disant, bon, les loulous, ok, vous avez raison, j'étais absolument pas heureux sur un cours de tennis, j'y arrivais pas. Il y a Forbes qui a publié les joueuses, les championnes, les athlètes les mieux payés, là, sur l'année dernière. Et tu vois qu'Osaka, c'est complètement fou, quoi. Donc, on rappelle que cette nana, là, est quasiment à 20 millions de revenus sponsors. 20 millions de dollars sur un an. C'est complètement dingue. Donc, je pense que cette fille-là... C'est parce que c'est les Asiatiques. Parce que quand on regarde chez les hommes, Nishikori, c'est pareil. Non, mais d'accord. Mais après, voilà, Nishikori, il a l'habitude. Osaka, ça lui est tombé dessus du jour au lendemain, l'histoire. Ça allait très, très vite. Donc là, tout d'un coup, et ça va être... Je vous rappelle que là, les Jeux Olympiques à Tokyo, ça va être que ça, quoi. Ça va être Osaka, avec un petit peu de Nishikori, mais ça va être Osaka. Et tu te rends compte que cette fille est juste en train... essaye de digérer tout ce truc-là. Alors, si elle y arrive, c'est pas Tatiana Maria qui va l'embêter. La puissance d'Osaka est telle que sur ce genre de surface, elle peut vraiment faire des massacres. Moi, je pense que quand même, Naomi Osaka, dans l'absolu, là, doit nous prouver que Puis il y a la couronne. Si elle est tenante du titre de l'US Open, la nana, elle est là, quoi. Oui, mais c'est peut-être aussi... Si elle est au niveau, je suis d'accord, il n'y a pas match. Mais c'est le premier tour. Est-ce qu'elle va être au niveau? C'est ça le truc. Mais je pense elle n'a pas joué depuis le gazon. Je pense qu'elle a bossé comme une folle. Est-ce qu'elle va taper dedans?
bien comme il faut, je sais mais pas. Après, c'est le premier tour. Tu sais, souvent, les meilleurs, faut mieux les prendre au premier tour qu'en quart ou en demi. Hein. Ça peut vite douter. Si elle se fait breaker d'entrée, ça, Maria qui mène 3-1. au ping-pong que tu t'es pris sans être chaud. C'est ça. Ouais. On va continuer sur les têtes de série. Alors, on vous l'a dit, hein, Barty a été éliminé. C'est ça, Konta est tombé contre Yastremska. Sabalenka, on vous l'a dit, hein, elle est tombée aussi. Et puis, il y a eu Kerber contre Kasatkina. Et ça, je vois que dans le chat, on te demande ton avis, mon cher Benoît. L'Allemande, qui menait 6-0, elle s'est ensuite effondrée, défaite en 3-7. On te demande. Moi, je comprends pas. C'est Jenkins qui nous demande ça. Bon, Kerber, il s'est passé quoi? 6-0 et plus rien. Benoît, t'as une idée? Bah non, j'ai pas vu le match. Voilà. Moi, ce qui m'a embêté, c'est que autant elle a le match, mais vraiment, en gagner 6-0, c'est que tu verrouilles, là, il n'y a pas de souci. Et que tout doucement, c'est elle qui sort du match. Kasatkina, elle joue pas beaucoup mieux, mais tout doucement, elle commence à rater. Et puis l'autre la bidouille un petit peu parce qu'elle a un très très bon toucher. Et puis là, elle commence à lui rentrer dans le cerveau. Et Kerber est sorti du match. Donc je dis pas que c'est Kasatkina qui a fait un match incroyable. Je pense que c'est vraiment Kerber qui l'a perdu toute seule. Et c'est pour ça qu'entre Kasatkina et Andreescu, je mettrais quand même Andreescu. Oui. Kerber fait pas du tout une belle année. Déjà, elle a pas réussi à défendre son titre à Wimbledon. Et au niveau de sa saison, c'est pas joli. Il y a beaucoup de contre-performances auxquelles on s'attendait pas. Mais tu sais, en fait, elle est toujours comme ça. Hein. Regarde. C'est dingue. Hein. Open d'Australie, elle perd contre Collins 6-1, 6-0 ou 6-1, 6-2, un truc comme ça. C'est une performance à laquelle on s'attendait pas non plus. Parce que tu vois, elle a beaucoup de trous d'air. Comme si on doit parler de ce match de Kasatkina-Andreescu, c'est un petit peu Auger Aliassime. Hein. Elle, pareil, elle joue Eugénie Bouchard. On sait pas du tout où elle en est avec son épaule. Match compliqué, là, Eugénie qui pète le feu au départ. Et puis bon, après, sur la durée, tu vois qu'Andreescu a quand même un tennis qui est un peu plus costaud. Donc Andreescu passe. Et je pense que cette victoire contre Eugénie Bouchard lui a fait beaucoup de bien. Donc logiquement, elle passe sur Au moment de sa blessure, Andreescu, faut pas oublier qu'elle était au top du top. Elle était incroyable. On attendait de voir ce que ça allait donner à Wim et tout. Et elle a pas eu de chance. Serena Williams, elle, fera-t-elle respecter son statut? La tête de série numéro 8 fera son entrée en lice contre Elise Mertens cette nuit. On va finir avec ce match-là. Serena Williams contre Mertens. Williams est à 1,36, Mertens à 3,25. Je le trouve très bas, le 1,36. Oui, moi aussi. C'est pour ça que j'irais plus sur un over 20,5, un 72 ou un truc du genre. Ouais, t'as raison. Je vois un match plus accroché. Vous allez sur Serena? Mertens, c'est pas en vainqueur. Ah non, je suis sur Williams. Ouais, non. Je sais pas. Ouais. Moi, je prends un truc neutre, plus de 20,5. Je suis pas pro Serena Williams, mais quand même, à un moment. Là, alors, elle est vraiment là depuis pas mal de temps. Elle s'entraîne. Et là, c'est pas Patrick Mouratoglou qui lui envoie des petites balles comme ça, tu vois, à la main pour qu'elle tape dans. Non, elle s'entraîne. Elle a un sparring, elle est à fond. Et physiquement. Parce que tu sais, parce qu'elle veut, c'est sur l'US Open, il faudra l'attendre. Ah bah, je pense que là, je pense que ça lui a remis les idées droites à Wim de perdre. C'est ce que nous demande Thomas. Est-ce que vous pensez que Serena s'est remise de la gifle à Wim? Je pense que ça lui a remis les idées droites parce qu'elle commence à passer au travers de sa finale. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'elle cherche toujours ce fameux 23e Grand Chelem. Merci. Et qu'elle veut le faire à l'US Open. Et je pense qu'elle s'est mise dans un mode, je me réentraîne, je me reconcentre à fond sur mon tennis. Là, elle est en préparation sur Cincinnati aussi. Mais bon, je la vois pas perdre sur Mertens. Mais je pense que sur l'US, elle va faire mal. Tout en rappelant que Serena n'a plus mal au genou. Donc, si elle arrive à cavaler un petit peu en lâchant ses frappes de balle, Serena, tu la touches pas. Hein. Je vous rejoins. Si Serena arrive à jouer son jeu, normalement, ça devrait passer. Après, je sens quand même un match accroché. Je n'irai pas en 2-7 ou autre. Combo boosté proposé par nos amis traders. Là-haut, voilà ce qu'ils vous proposent sur les matchs féminins. Osaka 2-0. Alors ça, c'est le tendu. Serena qui s'impose donc 2-7-0 et Wozniacki qui s'impose aussi 2-7-0. Wozniacki qui joue contre Swiatek. Voilà, c'est à 7. Les amis, vous pouvez encore la prendre. On va tout de suite. Swiatek, ça c'est dangereux. Hein. C'est dangereux, c'est vrai. Mais bon, à 7, c'est toujours dangereux. On va passer à la minute Coco. C'est moins dangereux. Coco, c'est la reprise, c'est à toi. Qu'est-ce qu'il a sorti, Cocotte? Qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti un petit combiné Wawrinka, Thiem, Fognini. Les cotes ont bougé, entre-temps. Pour les plus frileux, on peut retirer Fognini qui joue pas. Oui, on sait jamais s'il va être à fond dans son premier tour. Mais Wawrinka et Thiem, ça me paraît pas mal. Et j'ai mis 2 petits coups à tenter. Attends. Wawrinka, il joue qui? Kachanov. Ouais. Et Thiem Chapeau. Chapeau. Et Fognini, il joue Paul. Je trouvais que c'était pas mal. C'est des cotes que je trouve intéressantes. Sur les 3, il y en a un qui va pas passer. Bah, c'est Fognini que je retirerai. Ah bah moi, c'est Thiem.
Contre Shapovalov Oh, Tu le vois perdre contre Shapovalov ouais. Pour moi, il est pas du tout prêt à jouer sur dur, le team. Faut pas oublier qu'il reste à sa victoire sur le dernier Master 1000, là, c'était Indian Wells ou Miami, un des deux qui l'a gagné. Là. Indian Wells. Indian Wells. Ouais. C'était il y a 6 mois. Oui, non, mais faut pas. Il aime bien faire des. Pas sous-estimer son jeu sur dur. Et en coup à tenter, j'ai mis Kyle Edmund et Manarino avant que Benoît me dise qu'il était blessé. Au doigt. Au doigt, au corps. On vous rappelle. Il souffre au corps de sa blessure. Est blessé. Oh, non, Edmund, il passera pas, par contre. Là, moi, Edmund, Medvedev. Il joue Medvedev, il a fait un bon match, je trouve, contre Kyrgios. Je me dis qu'il peut passer. En plus, il l'a toujours battu, Medvedev. Donc, c'est les coups à tenter de Coco, hein, voilà. C'est des codes supérieurs à 2. Fallait des codes supérieurs à 2. Edmund, on l'attend, hein. C'est vrai qu'il n'y a rien de flamboyant chez lui, mais bon, je l'ai trouvé mais il est quand même là. Hein, contre et nous, on vous attend. On vous attend, Coco, Benoît, là c'est l'heure de jouer, c'est tie-break. Oh là là là. Alors attends. Point d'exclamation, quiz, c'est l'arbitre. Moi, je suis puni alors. T'es l'arbitre. Tu as perdu hier. T'es en face du S. Point d'exclamation, quiz. Team Coco, Team Benoît. Il y a 10 € virtuels à placer sur le joueur que vous voulez. Regardez donc les cotes proposées aujourd'hui. Les cotes concernant ce match-là, Benoît est donc à 1,50 et Coco à 2,75. Je suis en reprise, t'es gentil. T'es en reprise. Alors, je vous rappelle que j'ai pas perdu un point depuis le début du tournoi de Montréal. 5-0. Il a infligé un 5-0 à notre Julien. On est bon, on est en jeu. Il n'y a pas d'échauffement, on y va. Eh ben, t'as la balle. Bah non, c'est moi qui suis l'arbitre. C'est l'arbitre. Ah bon, vas-y, choisis, côté. Par là. C'est gagné. Coco, service. Ready, play. Je te laisse faire l'arbitre, Julien. Ah, vous avez mis comme ça pour qu'il soit tendu. Bah oui, quand même. Ok, mais il est un peu décalé. T'es prête ? Ouais, vas-y. Ça sort. 1-0. Oh, un partout. Fin de série. Ah, le salaud. Oh là là, il y a les ch'touilles en face. 2-1 pour moi. Ça sort. 3-1 pour moi. Oh, c'est bien joué, ça. Et 3-2 pour moi. 3-3. 3-3. C'est moi ? Oui. Allez, c'est à toi. Ah, 4-3. Oh, le niveau, 4-4. Oh, l'avion que t'as mis. 4-4. 2 points d'écart, vite. Pas de match. Putain, 5-4 pour tout, cocotte. 5-5. C'est quoi les cotes? Ouh là là. 6-5 pour toi. C'est pas possible. Oui. Ça fait 30 € pour la team Coco, les amis. 30 € pour la team Coco. Bravo Coco qui signe donc son retour. On se retrouve, vendredi à 16h30, les amis. Rendez-vous avec toute la team sans filet vendredi 16h30. Passez une excellente soirée devant les matchs sur Winamax TV pour 1 € sur votre compte.